Imagine, tu marches dans une forêt dense, les arbres sont épais, le ciel est invisible. Tu avances à tâtons jusqu'à ce que ton pied bute contre une racine. Tu tombes, tu te relèves, puis tu te demandes pourquoi ça continue de se répéter, pourquoi ce chemin me résiste à chaque pas, et si cette racine n'était pas un obstacle, mais une invitation à t'arrêter, et si ce qui te bloque était précisément ce qui tente de te parler depuis toujours. Tu n'es pas cassé, tu es interpellé. La douleur que tu ressens n'est pas une erreur du système. Ce n'est pas un bug, c'est un langage. Un murmure ancien de quelque chose en toi qui ne veut plus être ignoré. C'est ton âme qui a perdu la patience. Il n'y a pas de chaos gratuit. Aucun effondrement n'est aléatoire. Chaque malaise est un mot. Chaque sensation de vide, un signe. Chaque sensation d'échec, un point de départ. Ce n'est pas une punition, c'est une direction. Tu vois, on t'a appris à voir la souffrance comme un frein, comme un accident. Mais si c'était un code, un alphabet de l'invisible, il faut parfois se perdre pour retrouver la carte. Et il faut parfois être bloqué pour regarder ailleurs, vers un endroit qu'on n'aurait jamais osé explorer. Le blocage ne dit pas « tu es incapable ». Il dit « ce n'est pas encore le bon costume ». Il ne dit pas « tu es fini ». Il murmure « tu es en transition ». Les anciens initiés le savaient. Toute crise est un seuil. Et ce seuil ne peut être franchi qu'en lâchant ce que tu croyais être. Ce que tu veux éviter, ce qui te fait trembler, ce que tu repousses depuis des années, contient peut-être, en silence, ta tâche sacrée. Il y a des missions qui ne ressemblent pas à des vocations. Elles ressemblent à des paniques, à des blocages, à des impasses. Mais ce sont des appels, cachés sous la peur. Regarde bien, les endroits où tu fuis, où tu procrastines, où tu te sens paralysé, ce ne sont pas tes faiblesses, ce sont tes signaux. Ce que tu évites est ce qui t'appelle. Mais l'appel, tu ne peux l'entendre que si tu arrêtes de lutter contre lui. Le malaise n'est pas là pour t'éteindre, il est là pour te réorienter. Alors écoute, tu n'as pas besoin de comprendre tout de suite. Tu as juste besoin d'apprendre à ne plus fuir. Tu crois peut-être que tu prends toutes tes décisions consciemment, que ta vie repose sur la logique, les choix clairs, les intentions affichées. Mais il y a en toi une force plus ancienne, une force silencieuse qui veille à chaque pas. Elle n'a pas besoin de mots. Elle se manifeste autrement, par une sensation, un malaise, un rêve qui revient. Elle s'appelle l'inconscient. Carl Jung disait que l'inconscient n'est pas là pour nous nuire. Il est auto-compensatoire. Cela veut dire qu'il tente d'équilibrer ce que notre conscience refuse de voir. Si tu vis à côté de toi-même, il ne va pas te punir. Il va te freiner, te ralentir, créer des schémas répétitifs. Non pas pour t'emprisonner, mais pour te réveiller. Ce que tu appelles un problème est peut-être sa manière de te dire « tu t'éloignes de toi ». Il ne parle pas notre langue. Il ne fait pas de discours. Il parle en images, en symboles, en synchronicité, en corps malade, en relations qui s'effondrent, en fatigue inexpliquée. Imagine un homme qui tombe malade chaque fois qu'il accepte un nouveau poste. Il croit au hasard, au stress, à la coïncidence. Mais l'inconscient, lui, hurle. Ce n'est pas ta place. Il ne veut pas le punir. Il veut le réajuster. Tu vois, l'inconscient est loyal à ton essence, pas à ton personnage social. Et tant que ta vie est construite autour de ce que tu crois devoir être, parfait, productif, fort, l'inconscient veille en silence, jusqu'à ce qu'il ne puisse plus se taire. Et alors il frappe. Pas avec des mots, mais avec des symptômes.
Il sait exactement où te toucher, pas pour te briser, mais pour te ramener à la maison. Et ce retour commence par une chose, l'écoute. Pas l'analyse cérébrale, pas les grandes théories, pas les réponses toutes faites. Non, une écoute honnête, une attention offerte à ces signaux étranges que tu repousses depuis des années. Cette douleur dans le ventre, cette mélancolie sourde, cette tendance à toujours revivre la même scène sous des formes différentes. Ce ne sont pas des erreurs, ce sont des messages. Tu ne peux pas forcer l'inconscient à parler, mais tu peux apprendre à comprendre son langage. Et ce langage, c'est tout ce que tu ressens, mais que tu n'expliques pas. C'est là que ça commence. Quand tu arrêtes de demander « pourquoi ça m'arrive ?» et que tu commences à demander « qu'est-ce que ça veut me dire ?» Hélène a 58 ans. À première vue, elle est ce que beaucoup appellent une belle personne. Gentille, dévouée, toujours là pour les autres, presque trop. On l'admire, on la remercie, mais personne ne se rend vraiment compte qu'elle s'efface lentement. Un jour, dans un cercle de parole, Hélène parle pour la première fois d'un souvenir qu'elle croyait avoir oublié. Elle avait 6 ans. Sa mère lui avait crié qu'elle était égoïste, juste parce qu'elle voulait garder un petit bracelet offert par sa grand-mère. Ce mot-là s'est enfoncé dans sa peau comme une épine invisible. Égoïste. À partir de là, elle a fait de sa vie une démonstration de générosité, pour ne plus jamais entendre ce mot, pour ne plus jamais décevoir, mais en se niant, en se vidant. Ce blocage qu'elle croyait être un trait de caractère, son incapacité à dire non, à demander de l'aide, à se choisir, n'était rien d'autre que la trace d'une blessure ancienne. Un réflexe de survie devenu identité. Quand elle l'a vu, vraiment vu, ce souvenir n'était plus un fardeau. Il est devenu un point de départ, pas pour changer qui elle est, mais pour se rappeler qu'elle a le droit d'exister pour elle aussi. Daniel, lui, a 43 ans. Marié, père de 2 enfants, sérieux, stable. Il a un bon poste dans une entreprise qui ne le passionne pas, mais qu'il n'ose pas quitter. Depuis des années, il rêve de créer sa propre société. Mais à chaque fois qu'il approche d'un début de concrétisation, il s'arrête. Il se sabote. Toujours au dernier moment. Et puis, un jour, en séance, il parle de son père. Ce père qu'il admirait, mais qu'il a vu un jour brisé. Daniel avait 11 ans. Son père venait de faire faillite. Toute la famille s'était moquée de lui. Il était devenu invisible, honteux, silencieux. Depuis ce jour, une idée s'est ancrée en lui. Créer, c'est dangereux. Oser, c'est trahir. Réussir, c'est risquer la chute. Alors Daniel est resté petit, pour être loyal. Loyal à la douleur de son père. Son blocage n'était pas de la peur, c'était de l'amour. Un amour mal placé, inconscient qu'il avait figé. Mais comprendre cela a tout changé. Pas en un jour, mais assez pour qu'il commence à désobéir, doucement, à la peur et à l'héritage. Tu vois, les blocages ont une histoire. Et parfois, ils ne sont même pas à toi. Ils sont des échos, des fidélités invisibles, des serments muets que tu n'as jamais consciemment prononcés. Mais il suffit de les reconnaître pour que l'histoire commence à respirer autrement. Il existe un chemin que très peu choisissent. Non parce qu'il est caché, mais parce qu'il commence là où personne ne veut aller, à l'intérieur. On l'appelle individuation, mais ce n'est pas un mot à apprendre. C'est une traversée, une mue. Tu crois peut-être que tu avances dans la vie, mais regardes-tu vraiment où tu vas? Ou portes-tu encore le masque de celui ou celle que l'on t'a appris à devenir? Il y a l'enfant que tu étais, puis il y a le personnage que tu as appris à jouer, souriant pour rassurer,
fort pour être respecté, brillant pour être aimé, silencieux pour être toléré. Et sous ce costume cousu de toutes pièces, il y a toi, celui ou celle que tu n'as pas encore osé rencontrer. L'individuation commence quand tu enlèves le masque, pas pour les autres, mais pour toi. C'est là que la peur surgit, car sans ce masque, tu ne sais plus comment être vu. Tu ne sais plus si tu seras encore aimé, encore utile, encore compris. Alors tu hésites, tu recules. Mais l'âme, elle, ne recule pas. Elle t'attend patiemment dans ce lieu que tu redoutes tant, l'ombre. C'est là qu'elle vit, dans les recoins mal éclairés de ta mémoire, dans les colères que tu n'as pas su dire, dans les chagrins que tu as sagement enterrés, dans les désirs que tu as censurés pour être quelqu'un de bien. Et ce n'est qu'en allant là, dans cet endroit sombre, que tu peux redevenir entier, pas en effaçant ton passé, mais en le regardant, en l'intégrant, en comprenant qu'il ne t'a jamais quitté. Il t'a juste guidé à travers ces signaux muets. Ce processus n'est pas un embellissement, c'est une désillusion sacrée. Il t'enlève les fictions rassurantes. Il coupe les ficelles qui te faisaient bouger sans que tu le saches. Il fait tomber l'acteur et laisse apparaître l'humain. Oui, c'est douloureux, parce que le faux toi résiste, mais plus tu descends, plus tu redeviens vivant. Le but n'est pas d'être parfait, ni aligné en permanence. Le but est d'être entier, de ne plus avoir besoin de séparer ce que tu montres de ce que tu ressens, de ne plus avoir à trahir ton cœur pour correspondre à l'image. Le monde n'a pas besoin d'un masque de plus. Il a besoin de ta vérité nue, même tremblante, même maladroite. L'individuation n'est pas un luxe, c'est une nécessité, pas pour réussir ta vie, mais pour ne pas passer à côté d'elle. As-tu déjà été agacé par quelqu'un, sans vraiment savoir pourquoi? Un ton de voix, une manière d'agir, une attitude qui te serre la poitrine alors que, rationnellement, tu n'as aucune raison de réagir aussi fort. Et si je te disais que ce n'était pas l'autre, le vrai déclencheur? Et si c'était toi que tu voyais à travers lui, sans t'en rendre compte? Carl Jung appelait cela la projection. C'est lorsque ton inconscient, saturé de choses que tu ne veux pas voir en toi, les projette sur quelqu'un d'autre. Tu crois voir un problème dehors, mais ce que tu regardes, c'est un reflet de ce qui a été exilé à l'intérieur. Cette personne arrogante que tu critiques tant, peut-être qu'elle reflète la part de toi qui n'a jamais osé affirmer sa valeur. Ce collègue passif qui t'énerve au plus haut point. Et si c'était l'image de ta propre fatigue, celle que tu refuses d'écouter? Cette femme émotive que tu trouves trop sensible? Et si elle incarnait cette partie de toi qui pleure encore en silence, mais que tu juges trop faible pour exister? La projection est subtile, presque perfide, parce qu'elle te convainc que le problème vient de l'autre. Mais l'autre n'est pas le problème. Il est l'écran sur lequel ton âme projette ce qu'elle ne parvient pas à te dire autrement. Tu crois fuir ce que tu détestes, mais tu tournes le dos à ce que tu refuses d'aimer en toi-même. C'est pourquoi certaines personnes provoquent en toi une réaction disproportionnée. Ce n'est pas parce qu'elles sont pires, c'est parce qu'elles touchent une blessure encore vive, une mémoire refoulée, un aspect de toi que tu as condamné sans procès. Et là est la clé. Le monde est ton miroir, pas pour te flatter, mais pour te révéler. Chaque relation est un théâtre, et chaque émotion intense que tu ressens, rejet, agacement, mépris, jalousie, est un projecteur sur ton propre inconscient. Plus tu en prends conscience,
plus tu peux récupérer tes morceaux perdus. Car la projection, une fois identifiée, devient une porte vers l'intégration, vers la paix, vers la liberté de ne plus avoir besoin de condamner l'autre pour exister.